Quelque part sûr, cap sur nos rêves d'aventure. Salut, moi c'est Mike, un passionné de trail running, d'aventure et d'entrepreneuriat. Il y a quelques années, je pesais 100 kg. Aujourd'hui, et avec plusieurs ultra trails de légende à mon actif, je partage mon goût pour les défis et le dépassement de soi en créant du contenu sur le site, la chaîne YouTube et le podcast Quelque part sûr. J'ai envie de vous aider à repousser vos limites et à développer votre mindset pour vivre vos rêves. C'est pour ça que je pars à la rencontre d'amateurs, d'influenceurs et de pros sur des courses et des aventures de malades, ou plus simplement autour d'un micro. Depuis 2022, la communauté grandit et vous pouvez m'aider à la développer encore. Abonnez-vous, likez, commentez et partagez mes contenus pour que d'autres en profitent à leur tour. Allez, c'est parti, enfilez vos baskets, on met le cap sur nos rêves d'aventure. Fauché par une voiture, Maëlle voit sa vie basculer en une fraction de seconde. Le verdict est brutal. Amputation de la jambe gauche. Mais très vite, elle refuse de rester assise. Grâce à une détermination hors norme, elle réapprend à marcher, équipée d'une prothèse, et se remet debout au sens propre comme au figuré. Alors que sa rééducation touche à sa fin et que tout reste à reconstruire, une rencontre va tout changer. Jérôme Bernard, fondateur de l'association OseMove et lui-même triple amputé, lui lance un défi inattendu. Partir en expédition sur le GR20 en Corse, l'un des sentiers les plus exigeants d'Europe. Elle n'a pas fait de sport depuis des années. C'est complètement fou et pourtant elle dit oui. Ce oui va bouleverser sa trajectoire. Aujourd'hui, Maëlle avance un pas après l'autre, avec ses doutes, ses victoires, ses chutes et surtout une envie immense de vivre. Dans cet épisode, elle nous raconte son aventure. Tout va bien, on est connecté. Nickel. Mais nickel. Bon, comment tu vas? Mais ça va, ça y est, tout s'est un peu calmé là, ça y est, c'est bon, je suis de retour dans une vie à peu près normale, j'ai envie de dire. Ah, ok, dans ta vie d'avant, mais Ouais, c'est ça. peut-être pas pour longtemps, on va l'expliquer dans le podcast. Ouais. Alors, Maëlle, toi, tu es de quel coin? Tu es du côté de Toulouse, c'est ça? C'est ça, je suis à Toulouse depuis bientôt 5 ans. Et à la base, je suis originaire de pas très très loin de Toulouse, je suis des Hautes-Pyrénées, donc de Tarbes, de la montagne et de la campagne. Donc voilà. Mais t'es qui, toi? Tu peux nous donner un petit peu ton parcours enfance, adolescence, âge adulte, comment ça se passe pour toi, comment t'évolues, ton rapport au sport, ton rapport à la vie, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'inspire? Ok, alors d'où je viens? Donc comme je te disais, je viens de la campagne. À la base, je suis vraiment une petite campagnarde qui a eu l'habitude de courir au milieu un peu des champs, des vaches et des moutons, quoi. Donc depuis très petite, j'ai une maman qui fait beaucoup, beaucoup de danse et un papa qui, bon, quand nous on est nés avec ma sœur, a arrêté le rugby, mais a fait beaucoup de rugby et a touché à beaucoup de sports, vélo, tennis, tout ça. Donc je suis depuis toute petite, en fait, je suis tombée dans la marmite un peu en étant petite parce que je suis dans une famille qui est très sportive. Pour l'anecdote, mon grand-père, du coup, a fait du rugby jusqu'à ses 50 ans. Voilà, donc Ouais. il y a quand même un truc dans la famille. Donc moi, je fais toute mon enfance vraiment donc, dans la campagne en faisant beaucoup, beaucoup de sport. Je cumulais 2 sports en même temps, mais en ayant toujours la danse quand même qui était un élément un peu prédominant de mon parcours sportif, quoi. J'ai fait du tennis, j'ai fait du vélo, j'ai fait du VTT parce que ma meilleure amie en faisait. J'ai fait du hand, j'ai fait du basket aussi. Donc en fait, j'ai changé assez régulièrement au fur et à mesure que je grandissais. Je découvrais un peu de nouveaux sports. Et donc après, j'ai fait mon collège, je continue encore à faire un petit peu de sport. Et je suis arrivée au lycée, donc j'ai fait un lycée pro, parce que je voulais être dans les métiers du soin. Donc j'ai fait un bac pro accompagnement service et soins à la personne. Et en fait, ce lycée était à, on va dire, une cinquantaine de kilomètres de chez moi, ce qui fait que en fait, j'ai dû un peu mettre fin à toutes mes activités sportives que j'avais entreprises parce que de par l'éloignement de mon lycée, j'étais obligée d'être en internat. Donc on va dire que c'est là qu'il y a eu, on va dire, un peu la cassure avec le milieu sportif. Et puis
l'adolescence voulant ça, j'ai envie de dire, ben, j'étais plus préoccupée par les copines, les sorties et tout que par le sport en fait. Ok. Donc voilà. Et donc, bon, j'ai fait mon lycée, j'ai eu mon bac pendant le Covid. Et après ça, donc, il y a eu une année où j'ai travaillé en tant que commis de cuisine. Mon premier poste était en tant que commis de cuisine dans un petit resto chez moi parce que je connaissais la patronne et puis parce que j'avais un lien à la cuisine, parce que toute ma famille du côté de mon papa est des métiers culinaires, donc moi j'aimais beaucoup ça. Et en fait, sans grande conviction, j'avais postulé au diplôme d'état d'éducateur spécialisé parce que c'était un métier qui m'intéressait particulièrement. Et c'est grâce à ça, j'ai été prise et c'est grâce à ça en fait que j'ai fini à Toulouse. Je suis arrivée à Toulouse, je fais environ 7 mois à Toulouse. J'expérimente pleinement la vie étudiante toulousaine, entre sorties enfin plein de choses en tout genre. Et en fait, en juin de mon arrivée, donc je suis arrivée en septembre à Toulouse, en juin de la première année où je faisais ma formation, j'ai eu un grave accident de la voie publique, c'est-à-dire que je me suis fait faucher par une voiture. Ce qui m'a valu aujourd'hui une amputation du pied gauche en fait. Et D'accord. de la suite de cette amputation, j'ai redécouvert mon appétence pour le sport grâce à l'association Osmove du coup. Et c'est comme ça que je suis re-rentrée un peu dans tout le domaine sportif. Ok. Pour expliquer, Voilà. voilà le contexte un petit peu, l'origine de notre rencontre aujourd'hui, c'est Mm. effectivement le lien, c'est Osmove. Donc, Osmove, tu vas l'expliquer sans doute mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que cette association du côté d'Albi, hein, je crois C'est que ça. voilà. Donc, Osmove, dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? C'est une association à la base qui accompagne les personnes amputées sur plusieurs axes. Mais déjà, nous, notre volonté principale, j'ai envie de dire, c'est un peu promouvoir la mixité invalide, peu importe l'handicap. Et en parallèle, donc, ce qu'on fait, enfin, le fondement un peu de nos actions, c'est d'amener des personnes qui viennent de se faire amputer depuis plus ou moins longtemps, faire des randonnées en moyenne, voire haute montagne, en fait, sur un week-end à une semaine, pour leur prouver que l'impossible n'existe pas. Donc, on est là un peu pour ouvrir le champ des possibles. Et donc, comme je le disais, prouver que l'impossible n'existe pas. Et aussi, en parallèle de ça, on a une banque de prêts de l'âme, en fait, où on permet de mettre à disposition des personnes, voilà, je n'osais pas le dire, juste derrière, ces petites lames-là. En gros, en fait, on les met à disposition des personnes qui viennent de se faire amputer pour qu'elles puissent se retester au sport, retester leur appétence au sport et en parallèle aussi trouver un financement pour ces lames parce que ces lames ont un coût qui est quand même assez important aujourd'hui. Bien qu'il y ait de plus en plus de prise en charge, on est quand même encore bien en retard sur ça. Ok. Donc voilà un peu la base de l'association. Aujourd'hui, vous êtes combien sur l'assaut? Au total, le chiffre précis, franchement, je pourrais pas dire précisément. Vraiment, en tant que bénévole, membre de l'association qui font tourner l'association, on est une bonne dizaine. Après, de bénévoles en tant que tel, je sais pas les chiffres en tête, Ok. mais de bénévoles qui la font tourner, on est une dizaine. Toi, comment tu as découvert, poussé la porte? Est-ce que c'est Osmove qui est venu vers toi? Comment ça s'est passé dans ton parcours? Ouais, c'est ça. En fait, c'est Jérôme Bernard qui, je pense, commence à être un petit peu connu un peu par tout le monde. C'est Jérôme Bernard, moi, qui m'a contacté et qui m'a envoyé un message à 2 mois, 3 mois du grand départ pour le GR20, en fait, la première grosse expédition. C'est Jérôme qui m'a dit il me reste une place pour le GR20, est-ce que ça t'intéresse? Et là, je n'ai pas réfléchi. Je pense que c'est une des rares fois dans ma vie où j'ai aussi peu réfléchi, où je me suis dit allez, let's go, je fonce. Et j'ai jamais regretté d'avoir foncé, franchement. Je pense Ok. que c'est une des décisions que je regrette le moins dans ma vie, quoi, d'avoir dit oui pour cette expédition. Ouais, Jérôme, c'est un chalutier, hein. Il prend tout dans son passage et C'est ça. Ah, mais vraiment, je pense que je pouvais pas faire plus belle comparaison. Je n'hésiterai pas à la ressortir si tu me le permets, parce que c'est vraiment ça. et- Vraiment. exact. Il a une énergie communicative C'est ça. et je pense que bon, c'est quelque part son histoire Mm. qui se révèle dans cette volonté aussi bah, il s'est équipé d'une lame de course. Mm. Il a pu recourir et faire sa pratique finalement avec ses enfants. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose de plus Mm. grand.
qui est né Ah, mais complètement. et ça emporte, j'allais dire, beaucoup de monde dans son sillage. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est que moi, je suis tellement admirative du fait que d'un problème personnel, en fait, il a réussi à révolutionner pour moi déjà le monde de la prothèse, en fait, de l'appareillage au sens très large du terme. Et puis, il s'en est pas arrêté à ça parce que c'est quelqu'un qui aime partager, qui aime l'autre, qui aime faire vivre des choses aux autres, en fait. Et c'est ça, moi, qui me transcende à chaque fois. C'est cette capacité à vouloir faire vivre aux autres ce que lui n'a pas vécu ou ce qu'il a vécu tardivement. Et je trouve ça mais tellement honorable en fait de pour lui de faire ça. Ok. Donc, tu as rejoint l'aventure Ozmove au travers d'un Mm. défi sportif C'est ça. que Jérôme t'a proposé, qui était le GR20. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe, combien de temps tu as pour te Mm. préparer, est-ce que tu commences à tester une lame, comment ça se met en place pour toi? Mais tout a été quand même relativement très rapide parce que moi, il m'a appelé. Je pense que je sortais à peine du centre de rééducation ou j'étais encore en centre de rééducation. J'arrive même plus à me rappeler très bien. Mais j'étais vraiment sur la toute fin de mon processus et de mon parcours de rééducation, donc à des années-lumière encore de m'imaginer capable de faire ça, en fait, déjà, tout simplement. Donc j'ai une prépa physique qui est, je vais le reconnaître, absolument négative. En fait, il n'y a pas de prépa physique. Il est peut-être là le problème, en fait. C'est-à-dire que je sors de mon parcours de soins qui a été plus ou moins une prépa physique pour la vie, en fait. Et moi, j'en ai ras-le-bol, du coup, quand je sors de mon centre de rééduc, de me réveiller à 9 h le matin pour aller faire du rameur ou aller faire du vélo. Donc, en fait, dès que je sors du centre de rééduc, j'admets que je n'ai rien fait pendant 6 mois. Et il est peut-être probable que du coup, à ma sortie du centre de rééduc, je partais 3 mois après, en fait. Donc, Ok. si vous faites le calcul, je n'ai rien fait pendant les 3 premiers mois. Donc, je suis partie sans aucune vraiment réelle prépa physique sur germe et j'ai regretté. Et au niveau de vraiment de mon parcours, on va dire de l'appareillage, j'étais aussi aux prémices, quoi, au tout début, parce que en fait, on m'avait fait tester énormément de pieds dans le cadre, parce que moi, c'est un accident de la voie publique avec un tiers responsable. Donc, dans tout le cadre assurantiel, en fait, on m'a fait tester beaucoup de pieds pour pouvoir justifier auprès de l'assurance l'achat de ces pieds. Ok. Et donc, en fait, j'avais jamais trop passé beaucoup de temps avec le même pied. J'étais tout le temps dans de la découverte, dont la lame, en fait. Et en fait, j'étais pas, moi, encore sur la hopper parce que j'étais trop petite. Et la bébé hopper, comme je l'appelle, n'était pas encore sortie sur le marché. Donc, ce qui fait que moi, j'étais avec une lame destinée normalement à de la haute performance, quoi. Donc, j'avais eu de très mauvaises premières impressions. Donc, Alors, ça m'avait... Oui, on va revenir gentiment parce que toi comme moi, on connaît ce que c'est oui, c'est sûr. Hopper. La bébé Hopper, je l'avais pas. Oui, Mais pourtant, il y en a une. on va peut-être l'expliquer. Donc Hopper, c'est une entreprise Mm, qui est née à la suite de la création d'Ozmove mm, et du rapprochement, ou en tout cas du rapprochement dans le projet de mm. Airbus, Salomon et Ozmove. Donc, C'est ça. Et Jérôme Bernard et l'école des mines à Albi, donc. Ça a yes. été vraiment une fusion de plein de grands esprits et en fait ça a donné du coup cette lame au peur. C'est ce que je disais un peu tout à l'heure par rapport au prix d'achat en fait des lames, c'est-à-dire que les lames à l'époque sur le marché avant la création de cette lame au peur, on était sur une moyenne de à peu près 10 000 euros par lame. Ce qui fait que par exemple Jérôme à qui il manque de pieds, si vous faites le calcul, Jérôme devait débourser 20 000 euros juste pour courir, ce Ouais, qui est il fait la petite blague à chaque fois, c'est 20 000 euros la paire de chaussures, quoi. c'est ça, Mm. exactement. Et ce qui, à l'époque, malheureusement, n'était pas une blague, en fait. Et en fait, aujourd'hui, grâce à la création de cette entreprise et de ces lames-là, en gros, on est tombé sur un coût d'achat à peu près aux alentours de, on va dire, 2 000, 3 000 euros, ce qui est quand même assez conséquent, enfin, et assez drastique comme réduction des coûts. Et donc, en fait, ils avaient créé la lame hopper qu'on voit derrière, le format, on va dire, le plus accessible, standard et basique. Et en fait, ils ont fait le constat qu'ils pouvaient, du coup, enfin, cette lame était accessible pour des personnes adultes, mais des personnes enfants ou alors de petite taille, de petits gabarits comme moi.
Et bien en fait, nous, on ne pouvait pas en bénéficier de cette lame-là. Donc en fait, ils ont repris le projet un peu à la base et ils ont refait les calculs, tout ça, et ils ont sorti ce que j'appelle la bébé Hopper. Je crois je sais plus comment elle s'appelle précisément, mais elle a son petit nom elle aussi, et qui est donc en fait plus petite que la grande Hopper, mais qui a les mêmes caractéristiques et propriétés que la grande. Et au tout début où moi j'étais amputée, elle n'existait pas encore. Officiellement, elle n'existait pas encore. Elle était encore en réflexion et elle est sortie, je dirais, elle est sortie quasiment 1 an après mon accident. Ok. Enfin, j'ai fait partie des premières du coup à la tester. Par rapport, alors toi qui en as testé beaucoup, Oui. qu'est-ce qu'elle a de différent? Ah mais comme je disais, moi mes premiers tests que j'avais fait avec une lame de course, ça m'avait vachement rebuté en gros à l'idée de recourir parce que pas du tout accessible, hyper violent physiquement parce Ok. que l'impact très violent. Et puis il y avait aussi une question d'accessibilité, c'est-à-dire que moi, la lame, parce que du coup la petite Hopper n'était pas encore sortie, j'ai lâché 7 000 € Ok. pour une lame qui au final n'est pas du tout, n'est pas du tout accessible et ne me convient pas du tout, quoi. Donc c'est au-delà du prix, c'est aussi toute une, j'allais dire, Frustration? biomécanique qui n'est Ouais. pas la même, ouais, qui Ouais. n'est pas du tout la même, qui n'est pas aussi accessible que la lame Hopper et qui peut vite tu peux avoir beaucoup de désillusions en fait avec cette lame, te dire qu'en fait t'aimes la course à pied, mais en fait avec cette lame pas du tout. Donc D'accord. c'est un peu c'est le risque. Ok. Ok. Hopper, finalement, donc tu découvres cette lame avant le GR20, j'imagine. Tu as dû faire des tests. Et même pas, c'est quand Non? je suis rentrée du GR20. C'est quand je suis rentrée du GR20 Ah ouais. que je suis vraiment rentrée dans la boucle aussi de l'association, que du coup, en fait, Osmove et Hopper, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de liens. Intrinsèquement lié, ouais, ouais. C'est ça. Donc en fait, Osmove a dit à Hopper, mais nous, on a Maëlle qui est une jeune, toute petite, toute maigre, qui, elle, a eu une lame, mais qui n'a pas du tout aimé ses ressentis. Est-ce qu'on peut lui faire tester ça? Et du coup, c'est parce que j'étais dans la boucle Osmove que j'ai pu la tester en rentrant. Je crois que c'était, ouais, peut-être, je dirais, 6 mois après le GR20, un truc comme ça. Ok. Ok. J'étais Alors, partie avec enfin, juste, je fais une petite parenthèse, j'étais vas-y, partie vas-y. avec ma lame que j'avais achetée sur GR20 en ayant la certitude qu'elle allait me servir, alors que pas du tout. Oh, mais ça grimpe ici. On va parler un petit peu de ton GR20. Oui. Comment ça s'est passé pour toi, cette aventure? Euh, vous vous rejoignez où? Enfin, au niveau logistique, comment ça se passe? Comment ça se passe? Déjà, il faut savoir que moi, je pars, je pense, j'ai rarement été autant dans le déni de ma vie. Moi, je pars, on me dit Touriste, Corse, juin, soleil. lunettes de soleil, crème, Voilà, c'est ça, c'est casquette. farniente, vida loca, je pars en vacances en fait. Génial les gars, merci beaucoup. Donc voilà, donc déjà je pars pas avec un très bon état d'esprit, j'ai envie de dire, ou en tout cas pas celui adapté à l'expédition. Ok. Et donc on se retrouve, moi c'est la première fois que je partais loin en fait, toute seule, parce que moi au moment où je suis partie sur le GR20, mais en fait moi je connaissais personne. Il y avait aussi, je pars dans un inconnu le plus total. Je me dis, en vrai, là, avec du recul, je me dis, j'ai quand même fait confiance à 30 personnes, comme ça, complètement un peu aléatoirement, que je ne connaissais pas du tout, que j'ai rencontré sur le parking du KFC de Balma, à côté de Toulouse, un vendredi matin, je crois, si je dis pas de bêtises. Et moi, je suis partie, ouais, en n'ayant absolument pas connaissance de cause de ce qui m'attendait. Le GR20, c'était juste un gros mot à l'époque, en fait, presque, j'ai envie de dire. Et je suis partie, donc, et je pense que c'est ça qui a fait aussi toute la bascule, en fait. C'est que moi, je suis partie sans grande conviction et en ne sachant pas trop ce que j'avais besoin de me prouver et ce que je recherchais. Et en fait, je l'ai vécu tellement intensément et j'ai vraiment touché du bout du doigt le dépassement de soi, en fait, parce que, comme je disais, je ne l'avais pas du tout préparé. Donc, le premier jour, j'ai fait ma petite baisse de tension, ma petite crise d'hypoglycémie, 300 mètres après qu'on soit parti. Voilà comment je l'ai vécu. Si je devais résumer, le GR20, c'est hypoglycémie au bout de même pas PLS, 500 mètres. Voilà, ok. PLS en train de dire à Lucie, ma binôme,
Lucie, je vois des étoiles, je suis pas sûre que ça soit normal là. Et moi qui suis obligée de m'asseoir pendant une demi-heure. Donc, ça a été vraiment pour moi, ça a été un tournant, cette expédition. Enfin, ça a été. Comment, pardon? Tant dans le corps que dans la tête. Ah ouais, ouais, ouais. Et Jérôme le disait que moi, ça m'a fait gagner peut-être 5 à 10 ans dans l'acceptation de mon Yes. handicap, quoi. Parce que j'ai vu des gens comme moi déjà, un truc qui semble assez insignifiant, mais quand ça t'arrive, ce genre de choses, c'est quelque chose dont tu as besoin. Genre, j'étais avec des gens comme moi, des gens qui étaient plus âgés que moi, qui avaient vécu ça depuis plus ou moins longtemps, mais qui avaient de l'expérience et qui pouvaient du coup me rassurer ou à l'inverse me mettre en garde, me prévenir sur certaines choses qui pouvaient potentiellement arriver. Donc ça a été beaucoup de choses positives, enfin, un enrichissement énorme, quoi. Ok. Vraiment, si j'aimerais tellement revivre cette expérience, c'était vraiment incroyable. Les rencontres, enfin, tout ce que ça m'a apporté aussi par la suite, il y a pas débat, quoi. T'étais en binôme? Ouais, c'est ça. Parce Ok. que le principe de l'association, ça reste quand même ça, c'est de partir pour promouvoir la mixité individualiste, de partir en binôme. Donc, nous, en tant qu'handi, en fonction de notre degré, j'ai envie de dire, de handicap, on a un, voire deux binômes, en fait. Et du coup, j'étais en binôme avec Lucie, qui, elle, connaissait un peu l'association, mais sans plus, qui était un peu aussi perdue que moi. Et c'était trop cool, quoi. Ok. Lucie, donc, a une lame de course ou Non, elle pas est du tout, et est une binôme valide, du valide? coup. Ouais. D'accord. Ok. Donc, le projet GR20, c'était quoi? Beaucoup de pleurs, beaucoup de rires, beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté aussi, et du dépassement de soi et beaucoup de rencontres, je dirais. Ok. Vous partiez de quel endroit pour arriver ou faire une boucle ou comment ça s'est passé En gros, sur le grosso parcours? modo, le GR20 traversait de la Corse. Nous, on n'a fait que les 4 dernières étapes de la partie sud et on est parti. À chaque fois, je me perds dans les noms. Donc, on est arrivé jusqu'à la fin. On a fait vraiment la fin. Sur 4 jours? Ouais, sur 4 jours, mais je Ok. n'arrive jamais à me rappeler précisément du début et de la fin. On est parti pas très loin de Vizabonne et on est allé jusqu'à. On est parti de Conca, je crois, et on est arrivé, du coup, à la fin, j'allais dire au terminus, à la fin du jardin, mais j'oublie tout le temps le nom Ouais, de la. l'important, c'est le chemin. Oui, voilà, c'est ça, On va le dire comme ça. Ok. complètement. Donc, vous étiez une trentaine de personnes? C'est ça. Ça fait Ça fait ça fait une beaucoup sur sacrée l'échelle. caravane? Ça fait beaucoup. Enfin, franchement, je pense s'il y a bien un truc sur lequel je me lasserai jamais, c'est de voir la stupéfaction et l'étonnement des gens quand ils Ah voient ce ouais. groupe 30 et qu'ils se disent mais il y en a encore, mais ça ne s'arrête jamais en fait. En fait, c'est un C'est trop trail, triste. c'est une course. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais c'est sûr que c'est impressionnant à voir. 30 personnes, déjà, ça doit être très impressionnant. Et en plus de ça, tu vois des gens à qui il manque des morceaux. Je pense que ça l'est d'autant plus. Donc, ça fait double effet émerveillement, stupeur. Donc, c'est super chouette. Ok. Vous avez eu, euh, vous avez eu quel temps sur les 4 jours? Nous, on nous a dit que tu fais pas le Gervin si tu prends pas la flotte. On a pris la flotte. On Hmm. a bien pris la flotte. On a quand même eu majoritairement du très beau temps, ce qui était quand Ouais. même très très cool. Fait un temps vraiment parfait, pas trop chaud, pas trop froid, parce que nous, en tant qu'amputés, la chaleur, ça peut vite être un frein, de par la transpiration, de Ouais. par les variations de volume, enfin, de par plein de raisons en fait. Et en fait, là, non, on a eu le temps plus ou moins parfait. Bon, sur le troisième jour, on a eu un orage comme je pense j'en ai jamais rarement pris en fait et rarement vu et connu. Où on était vraiment, on allait arriver aux aiguilles de Bavel où tu es vraiment perdu bien dans la forêt au Je milieu de ces connais. grands arbres et tu dis mais là je regroupe toutes les conditions parfaites pour me faire taper par la foudre, Ah ouais. mais tu n'as pas d'autre choix que d'avancer, donc tu avances. Mais on a eu ce jour-là qui restera, et ça enfin, c'est ce qui a fait la beauté aussi du Bien séjour, hein, sûr. enfin, de cette expédition, c'est ce jour-là où on était tous un peu dans l'incertitude de se dire bon, comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, enfin, dans quel état est-ce qu'on va en perdre dans l'histoire. Enfin, il y a eu plein de choses qui faisaient
que ça a rendu la météo a rendu ce périple absolument magique en fait. Même la Alors, pluie, on a fini par l'apprécier quoi. est-ce que ça se tire un peu la bourre sur, dans le groupe? Pas, franchement, étonnamment, ça dépend un peu des groupes. Parce que pour Ouais. avoir fait du coup le tour du Mont Blanc avec, du coup, avec la même asso et sur le même principe, vraiment exactement pareil que le GR20, sur le tour du Mont Blanc, ouais, on sentait un peu que ça se tirait la bourre. Sur le GR20, pas. Enfin, c'est pas négatif non plus quand je dis se Ouais, tirer c'était la le bourre, groupe. mais sur le GR20, non, on était plus, c'était beaucoup plus collectif, beaucoup plus, on avance tous ensemble, on est vraiment tous au même rythme. Enfin, il y a eu, on était moins, je sais que ouais, sur le tour du Mont Blanc, avec certains, je sais que, ou c'est peut-être parce que moi aussi j'avais un peu plus d'expérience aussi, mais je sais que j'ai remarqué que certains, ouais, ça se tirait la bourre un petit peu quand même. Ah, ok. Mais ça a rendu le truc super chouette, Mais c'est encore plus marrant. chouette. Ouais, c'est marrant aussi. Ok. Ben ouais, franchement ouais. Euh, donc, vous passez 4 jours sur les sentiers Mm. et vous vous retrouvez donc à l'arrivée. Est-ce que à ce moment-là, donc j'imagine que les liens sont quand même étroits, plus Mm. resserrés. Vous avez passé des sacrés moments en montagne. Mm. Est-ce que tu gardes des liens avec ces personnes que tu as rencontrées? Ben, oui, 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 oui. Mais même en dehors de vraiment des membres de l'association, la dizaine dont je parlais tout à l'heure, dont Lucie fait partie et avec qui je suis en lien vraiment très, 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 très régulièrement. Ouais, on a gardé, on disait souvent, c'était un groupe, une famille. On a un groupe où on échange quand même régulièrement aussi, où on prend des nouvelles, où on essaye de savoir un peu où est-ce que tout le monde en est, tant sur les valides que sur les Andis. Donc c'est ça qui est chouette. Et non, ça a créé des liens qui sont indéniables et qui perdurent vraiment dans la durée, quoi. Parce Ok. que, ben, comme tu dis, on vit des choses tellement intenses, tellement fortes, tellement. Ben, en fait, le temps, pour moi, quand je pars en expédition, le temps, il s'arrête sur tout le temps où on est tous ensemble. Et on est un peu sur, on est un peu hors du temps et du coup, tout ce qu'on vit, c'est tellement différent que, ouais. Enfin, en tout cas, moi et la majorité des gens avec qui je suis partie, on a tous gardé un lien très fort quand même avec ben, tous entre nous. Je t'entends, c'est la deuxième fois que tu utilises ce mot expédition. Pour toi, Ouais. c'est une expédition, c'est pas une aventure. Ben, ça dépend comment. Enfin, enfin, je sais pas, j'ai eu l'habitude Ouais, ouais. qu'on me formate en disant expédition. Donc, je dis expédition, aventure. Mais ouais, en fait, je crois que j'ai tout le temps lu expédition. Ok. Donc, je suis restée sur le truc expédition, en Ok. fait. Moi, j'ai une théorie sur les échelles. C'est ta marche à pied, course, aventure, expédition. Et expédition, Ok. pour moi, c'est quand tu es vraiment dans le dépassement, tu sors totalement de ta zone de confort et t'explores des nouvelles choses. Et c'est ce que tu as dû vivre. Et je Mm. pense que le mot est approprié. Ben oui, pour le coup, et en tout cas, je pense que le ressenti général fait que je tendrai du coup à Vers dire expédition. expédition au nom de l'ensemble des personnes avec qui je suis partie, Ok. avec qui ouais, qu'on a embarqué dans tout ça, quoi. J'ai beau être matinale, j'ai mal. Si tu devais euh, trouver sur cette expé un moment où tu as été vraiment dans le dur, alors, autant physique que mental, ou les deux, hein, les deux peuvent Mm. être, pouvant être liés, ce serait quoi? Je pense que il y en a. L'arrivée, quand même, c'était très éprouvant parce que c'était très long, qu'on était tous très impatients à l'idée d'arriver. Et puis moi, je suis une râleuse née, en fait. Et en fait, là, je commençais à frôler la limite du je n'en peux plus, je vais craquer. Parce que c'était long, parce que j'en pouvais plus, parce que la fatigue, parce que physiquement c'était compliqué, parce que aussi je savais qu'on arrivait au bout de cette expédition et que c'était la fin de tout ça et que je suis très nostalgique en plus de ça, donc je savais que ça allait être compliqué de dire au revoir un peu à tout ça. Donc ouais, je pense que l'arrivée, quand on arrive plus ou moins sur la fin du chemin avant d'arriver devant le banc mythique
du panneau là. Ouais, je pense que ça a été, je pense qu'il y a quoi, mais même pas 2 kilomètres, mais même pas, je pense. Et en plus, c'est sur de la route. T'es même pas sur du sentier, sur quelque chose de technique, pas du tout. Non, non, t'es sur de la route, quoi. Et là, ce moment-là, ouais, ça a été. Je me souviens que je faisais que pleurer. Je faisais que pleurer. Mais Est-ce, est-ce que non, vas-y, vas-y, pardon. est-ce que ton cerveau était connecté alors, je fais un parallèle, tu me diras si tu vois des similitudes. Moi, une chose que je peux vivre dans le trail quand je fais Mm, des trails assez intenses où je me prépare pendant un certain temps. Et quand tu franchis la ligne d'arrivée ou tu n'es pas loin mm, de franchir la ligne d'arrivée, il y a tout qui relâche et mm. tu commences à cogiter sur l'après et tu trouves un grand C'est vide. mm, complètement. Mais c'est totalement ça. C'était. En fait, ben, comme je dis, tu vis des choses tellement intenses et je pense dans le trail, c'est pareil. Tu te donnes tellement à fond, tu t'es tellement donné à fond et en fait, là, après, tu es censé retourner dans un quotidien presque insipide, j'ai envie de dire, et tu es là, tu te dis, ah, est-ce que j'ai vraiment envie? En fait, je suis pas sûre. Et couplé à la douleur physique aussi, enfin, l'épuisement physique, ouais, ben, ça décuple les émotions et ça décuple tout en fait. Mais c'est ouais, vraiment ce truc-là de. Après, il y a quoi? Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe en fait? Et 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 en fait, la vie continue. c'est ça, mais complètement. Et tu revis des choses encore plus folles après. Et enfin, si elles ne le sont pas plus, elles seront autant. Mais il y a un truc où ouais, enfin, moi qui ai l'habitude un peu maintenant de partir en expédition, ouais, il y a toujours cette nostalgie, t'as jamais envie que ça s'arrête, quoi. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai envie de dire, mais t'as jamais envie que ça s'arrête, quoi. Yes. Est-ce que dans ton l'accompagnement dont tu as pu profiter peut-être dans les premiers mois, je ne Mm, sais pas, tu me diras si tu as encore un soutien de ce côté-là. Sur le domaine psychologique, mm, et je fais aussi un parallèle avec la prépa mentale. mm. Est-ce que tu as toujours un soutien de ce côté-là? Comment tu te gères? Tu abordes cet aspect-là? Ben, dès le début, j'ai su qu'il fallait pas que je me leurre sur le fait que c'était quand même très important ce qui venait de m'arriver en fait. Ouais, Donc il y a eu un truc où après en plus, enfin ben, moi de par mes études, j'avais quand même une certaine sensibilité. Enfin, je suis éducatrice spécialisée, donc je veux dire que c'est des sujets dont j'ai déjà entendu parler. Enfin, et puis on fait partie aussi d'une génération où ces aspects-là sont beaucoup plus valorisés et beaucoup moins dénigrés en tout cas qu'à l'époque. Enfin, tu ouais. n'es plus fou quand tu vas voir un psy en fait aujourd'hui. Donc, il y a eu plein de choses qui ont fait que moi, dès le début, j'ai ressenti aussi le besoin quand même d'avoir cet accompagnement et d'avoir ce soutien-là, en plus de celui familial, parce que celui familial n'est pas toujours très objectif et impartial. Enfin, c'est ce qui est normal aussi. Et j'ai très vite su demander de l'aide et j'ai jamais vu ça comme une preuve de faiblesse ou quoi que ce soit, au contraire. Et je pense que ça a quand même vachement aidé. Et aujourd'hui, ouais, j'ai quand même encore un accompagnement, mais après, j'ai envie de dire, c'est un peu par phase où j'en ressens plus ou moins le besoin, mais j'ai encore un accompagnement parce que je sais que ça reste quand même un travail de longue haleine et que ma condition physique, c'est une composante quand même supplémentaire enfin, c'est quelque chose qui, toute ma vie, enfin, quand je serai pas forcément bien, comme vous, quand vous êtes pas bien, ben moi, il y a quand même un truc en plus qui appuie le fait que je ne serai pas bien. Donc, sur ça, je reste quand même très, j'allais dire, vigilante et Ouais. très à l'écoute de mes besoins, de mes ressentis. Et, et j'ai eu de la chance aussi quand même d'avoir un entourage qui m'a poussé à ça aussi, en fait. Ah, on est bien, Tintin, on est bien. On parle d'état de flow dans la Mm, course, dans le trail. Ces moments où tout se passe bien mm. dans ton aventure, dans ton expé. Est-ce que il y a un moment qui, pour toi, ressort plus qu'un autre où bah, c'était vraiment trop bien, tout se passe comme tu le souhaites sur ces 4 jours, ou à un moment donné, peut-être une petite capsule particulièrement. Est-ce que tu as un Mm. souvenir? Je pense que ouais, il y a eu un moment où avec Eddie, un de
c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, quoi, qui lui aussi est amputé fémoral, était à sa première vraie expédition aussi avec Osmove, où ce moment-là, je crois que c'est sur le dernier jour, où en fait, ouais, vraiment, on avançait tous les deux. Et vraiment, je me revois marcher avec mes bâtons et hurler sur Eddie, et Eddie qui me hurlait dessus. On était en train de se motiver, en fait, mutuellement. Mais juste, on n'avait peut-être pas les codes Allez! d'encouragement un peu classiques, j'ai envie de dire. Donc, on se hurlait dessus, mais c'était hilarant. Et il y avait des petits cris quand même, des petits jaillissements de douleur, j'ai envie de dire. Et à chaque fois qu'on entendait ça, en fait, on prenait ça pour un encouragement. Et du coup, on était là, allez, c'est bon, ça va le faire. Et en soi, certes, physiquement, c'était peut-être pas le top, quoi. Mais ouais, dans la tête, il y avait ce truc où toutes les conditions étaient réunies pour que tous les deux en avancent. Et je me souviens que Lucie et Martin, du coup, nos binômes respectifs avec Eddie, ils nous avaient laissé un peu avancer tout seuls devant en mode tête de peloton. C'était un moment qui était trop, trop cool. Ah, ok. Excellent. Mais ouais, Euh, mémorable. donc, après cette aventure, cette expé sur le GR20, Mm. qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu retournes à ton quotidien comment tu refais du lien avec Osmove? Alors, je retourne à mon quotidien. À ce moment-là, je fais mon premier festival. Je redécouvre la vie de jeune femme, en vrai, j'ai envie de dire, avec mes copines et tout. Et après, en fait, je reste dans la boucle Osmove parce que le groupe WhatsApp faisant que. Et en fait, avec Jérôme et Lucie, ça a matché. Je sais pas, il y a eu un coup de foudre un peu amical, un peu entre nous tous. Et moi, j'ai toujours dit que dès que je suis rentrée d'expédition, j'ai toujours dit si jamais, moi, je répondrai toujours présente pour vous aider, pour donner un coup de main, pour être là, pour participer ou quoi que ce soit. Et ils l'ont bien eu en tête. Et en fait, je ne sais même pas comment la suite ça s'est goupillé, mais je crois qu'en fait, il n'y a jamais eu la cassure du lien, quoi. On est toujours resté en lien en fait avec Jérôme notamment. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, l'assaut a aussi commencé à prendre en ampleur et à être mobilisé, et à être appelé pour plusieurs choses. Donc en fait, c'est de là que Jérôme a commencé à penser à moi aussi pour des petits événements. Et c'est comme ça en fait que je suis restée dans la boucle Osmove. Et aujourd'hui, ils essayent de se débarrasser de moi. Ils ont essayé, mais ils n'arrivent plus. Donc voilà, ils sont foutus. Ok. Donc, tu as rejoint l'équipe sur des événements sur lesquels tu étais bénévole? Ouais, Ouais? je fais beaucoup. Maintenant, je participe à quasiment toutes les expéditions aussi pour soulager et soutenir Jérôme Ouais. parce que c'est quand même assez conséquent hein, comme taf sur du long terme. Et aussi, j'interviens avec Jérôme sur, par exemple, quand on est appelé pour faire des ciné-débats dans des entreprises et autres, du coup, là, j'interviens avec Jérôme parce que j'apporte aussi un autre regard, j'ai envie de dire. Et aussi, en fait, je leur gère toute la communication parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, tous les réseaux sociaux, c'est moi qui gère toute la partie réseaux sociaux et un tout petit peu les partenariats aussi. Comment ça se passe pour toi après par rapport à la lame Hopper? Du coup, je finis par du coup tester la bébé Hopper et du coup me l'approprier très rapidement. J'avais la chance d'avoir Jérôme qui était un peu expert en la matière à l'époque. Hugo aussi qui faisait partie lui des fondateurs un peu des ingénieurs qui ont conçu cette lame Hopper. Donc certes, il avait peut-être pas la technique des amputés, mais il avait le comment bien s'en servir en tout cas. Donc ça s'est un peu vite enchaîné et aujourd'hui j'ai la lame au peur que l'association m'a prêtée et je m'en sers très très régulièrement en fait. Donc, Ok. donc ça Tu, y est, j'ai ma lame. tu, tu, euh, tu dirais que le fait d'acquérir cette lame et le fait de démarrer aussi ces aventures, putain, j'ai perdu le nom, pas aventure, Expédition. ces expéditions, ça t'a redonné le goût du sport? Ah mais il y a pas de débat. Enfin franchement, tous mes amis qui me connaissent depuis longtemps, n'auraient jamais misé un centime sur le fait que je me remette au sport. Après mon lycée où j'ai tout arrêté. Ok. Et en fait, moi, dans le sport,
c'est un des rares moments, enfin, quand on randonne par exemple, c'est un des rares moments où je me ressens comme avant en fait, enfin, où il n'y a plus de différence, il n'y a pas de ben, toi t'es Andy, toi t'es Valide, non, on est tous pareils, on a tous nos sacs à dos, tous nos chaussures, nos shorts, et puis on randonne quoi, et ça je sais que enfin, c'est hyper important dans ma vie, donc, et c'est que dans le sport que j'ai su retrouver ça. Donc, ouais, enfin, je ne peux plus vivre sans sport aujourd'hui parce que, enfin, pour plein de raisons, mais essentiellement pour le dépassement aussi. Ok. Le bien-être aussi que ça doit Ah oui, procurer. oui, oui, Ok. complètement. Euh, donc le GR, c'était quelle année? 2023. 23, Ok. ouais. Donc ça va Euh, faire 3 ans. ok. La deuxième expédition, c'était quand? La La deuxième. deuxième grosse expédition qu'on a faite sur le même format que le GR20, c'était le Tour du Mont Blanc. Ouais. Là, après, on en a refait dans l'intervalle, mais c'était, bah, du coup, j'allais dire, on a fait des sommets à 3000 mètres dans les Pyrénées, mais du coup, c'était que sur un week-end. Voilà. Ça c'est franchement les sportifs dès qu'ils passent un peu, tu sais, un stade, ça y est, c'est acquis. Ouais, Après c'est les courses baby, c'est les randos baby quoi. c'est ça. Non, mais parce qu'on s'est vraiment enfin, les expéditions sur une semaine, c'est pas pareil que partir que sur un week-end. Bien Enfin, sûr. sur une semaine, il y a beaucoup plus de choses qui se jouent que sur un week-end. Donc, la deuxième grosse expé, pardon, qu'on a faite, c'était en septembre de l'année dernière et c'était la moitié du Tour du Mont Blanc. Donc, ça aussi, c'était vraiment quelque chose. J'ai eu la chance de pouvoir y participer parce qu'ils ont essayé de se débarrasser de moi, comme je disais, mais ils n'ont pas réussi. Je, je suis restée accrochée telle une moule à son rocher. Et du coup, bah, j'ai pu participer à l'expédition du Tour du Mont Blanc, qui Ok. était mi-septembre de l'année dernière. Donc vous partiez de Cham? Ouais, je crois. Je crois. Ouais, mais en fait, encore une fois, c'est pareil, il faut pas me demander parce qu'en plus de ça, là, c'est une boucle. Donc, on est parti de Cham et on a fait la moitié. Donc, je sais Vers plus précisément. Courmayeur, quelque chose comme ça? Ouais, il y a peut-être moyen que ce soit ça. En Je sais Italie? plus. Oui, on a été jusqu'en Italie. Donc, D'accord. oui. T'as mangé des pâtes? Oui, Bon, très voilà. très bonne d'ailleurs. Le meilleur refuge que j'ai pu faire de ma vie. Il y avait 3 entrées. J'étais là, mais comment ça? On est dans un refuge, là, je comprends pas. Même dans un resto, parfois, tu manges pas aussi bien. C'est vrai. J'avoue qu'en Italie, Ah ouais. c'est un voyage culinaire aussi. Ah oui, oui. Ben, quand t'as l'habitude des petits. Ben, la Corse, on n'avait pas été très bien lotis, faut le reconnaître. Là, quand on s'est retrouvés dans les refuges un peu des Alpes, on était là. Ah ouais, c'est pas le même standing quand même. Pas la même qualité d'accueil, j'ai envie de dire. Ok. Suisse, tu es passé sur cette expé en Suisse? Ben, il me semble on a fait 3 pays, donc il me semble Ouais, que dans la c'est suite ça. logique des choses, c'est que oui, on y est passé. Ok. Et vous reveniez à Chamonix? On est parti des Ouches et on a Ouais, fini à Courmayeur, du coup. d'accord. Ok. Donc, Voilà. je On vois a très, fait ouais, la moitié, il me je, vois- semble. je vois très bien. Ben, c'était, franchement, comparé à la Corse, c'était pas le même niveau d'exigence, ni le même degré d'exigence, C'est- franchement. c'est- C'était plus roulant? Enfin, ouais, plus roulant, mais beaucoup plus éprouvant physiquement de par la longueur des étapes. Ah ouais, d'accord. D'accord. Ah ouais, Vous franchement, aviez des sections plus grandes. D'accord. Ah ben en fait, le GR20 en soi, c'était, j'ai envie de dire, court mais intense et technique. Et la Technique. technicité en soi, moi, je crois que j'aime ça. Enfin, j'aime ce truc-là enfin, j'aime ça, ouais, ce truc de réfléchir, d'être dans le dur. Enfin, pas que physiquement, mais de par le terrain. Enfin, c'est un truc qui me plaît vraiment beaucoup. Et là, en fait, c'était juste très long. Il n'y avait pas forcément de difficultés techniques à proprement parler. Et du coup, je pense que ça, nous, on a très peu l'habitude en soi, enfin, les gens dans l'assaut et moi personnellement. Donc, ça m'a un peu, ouais, ça m'a vachement perturbée dans ma perception de la randonnée en fait. Et Tu dans t'es, mon, tu t'étais projeté peut-être sur un niveau de technicité similaire à la Corse et c'est Hmm, pas. Ouais. Ok. ouais, je pense. Je m'attendais, ben, je me suis dit Tour du Mont Blanc et tout, ça doit être, enfin, il doit y avoir quand même un côté un peu technique, tout ça, mais en fait, non, c'est très roulant. Et puis, c'est des boulevards. Et nous, même dans nos Pyrénées, enfin, dans mes petites Pyrénées, j'ai pas cette habitude-là de croiser autant de monde, de voir des chemins qui, enfin,
il y a un truc où ouais, ça m'a permis d'apprécier différemment la randonnée et la montagne et de découvrir différemment la montagne Ok. Et aussi. les Pyrénées, c'est différent. J'ai jamais trop fait de course ou de rando là-bas. Mais Euh, ouais, c'est différent. ouais, ouais. Enfin, C'est j'ai pas fait pareil. la Rune du côté Oui, de l'ouest, classique, Pays Basque. mais Ouais, ouais, voilà. ouais, forcément. Mais c'est pas, enfin, ben, pour moi, je trouve que la course non, pardon, la rando dans les Pyrénées enfin, est comparable à celle dans Corse. Ok, Enfin, en tout cas, enfin, pour avoir fait plusieurs petits spots, je trouve que ouais, les Pyrénées, ça reste quand même technique. c'est technique. C'est petit, c'est étroit, c'est quand même vachement bien préservé. Et puis, tu peux vite sortir un peu des sentiers battus. À Ok. l'inverse, je trouve des Alpes où c'est quand même très balisé, c'est de la randonnée qui est, je sais pas comment dire, mais ouais, c'est très carré, C'est c'est moins pas pareil sauvage. que. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. C'est ça. Ok. Et moi, c'est ce que j'aime dans la randonnée, donc c'est pour ça que je suis plus fidèle. Et c'est mon côté chauvine qui va dire que je suis plus fidèle à mes Pyrénées, quoi. Non, mais c'est sûr que c'est. Alors, le Tour du Mont Blanc, qui plus est, alors c'était à quelle période? L'été, mais Septembre, c'était milieu septembre. On est septembre. parti, ouais, milieu septembre. Donc déjà, je pense il y avait beaucoup moins de monde. Il y Ouais. avait eu toute la vague UTMB qui était passée parce que c'était quand même assez vide. J'ai envie de dire. Les gens nous disaient, ouais, là, il y a personne. Nous, on était là, mais enfin, tout le monde venait plus ou moins des Pyrénées. Nos guides venaient des Pyrénées ariégeoises. En plus de ça, où c'est encore plus perdu que nous, les Hautes-Pyrénées. Elles étaient là en mode, ah, là, il y a personne. Ah, Ah. ah ouais. Ah, on n'a pas la même définition de Non. personne, en fait. Alors, si l'UTMB était passé, ils avaient enfin, défriché le terrain, labouré. Ah oui, oui, mais il y avait, enfin, mais après, il y avait un côté très impressionnant où on se disait qu'on foulait même pas, c'était 2 semaines, ouais, je dirais 2 semaines après, je crois, l'UTMB. Il y avait un truc très impressionnant de se dire qu'on Mythique. foulait, ouais, ouais, Yes. c'était hyper impressionnant. Enfin, on se disait que des grands noms, et en plus, on a eu la chance d'avoir la Tor X, enfin, la course, la Tor des Géants avec Ouais. Sébastien Réchon qui nous est passé devant sur le Excellent. dernier refuge où on était. En fait, c'était le premier point de ravito de la Tor X, je crois. Ok. Et en fait, du coup, on a vu tous les premiers arriver. Enfin, et on se disait, putain, mais là, ils viennent plus ou moins de faire tout ce qu'on a fait en quoi approximativement 5-6 heures, quoi. Mais là, tu te dis, ah ouais, ah ouais, ouais, c'est pas le même niveau quand même. Mais ouais. Sébastien, c'est une machine, ouais. Ah, mais on l'a vu, enfin, ouais, c'est vraiment, mais c'était très impressionnant. Et pareil, enfin, le côté très mythique du truc, on s'est dit, waouh, c'est vachement stylé quand même. Bah écoute, c'est très bien que tu en parles parce que le Tort des Géants, Mm. alors je pense que si tu as vu passer Sébastien Réchon, c'était sur le Tort des Glaciers, qui est le Ouais, je crois. grand format. Ouais, Mais le Tort des Géants fait déjà 330 et c'était la première course sur laquelle j'ai couru pour Ozmove, pour mettre en ok. avant Ozmove, l'assaut. Euh, donc je le glisse au passage, mais c'est comme ça que j'ai découvert un petit peu un peu plus en détail ce que vous faisiez, parce Mm. que forcément d'en parler dans un petit vlog, il fallait que je maîtrise un peu le sujet. Et bon, cette année, je serai en Suisse. Je vais faire un peu des infidélités aux Italiens. Euh, on sera enfin, je serai sur la Swisspix. Et bah, l'idée, ce sera de faire la même chose, c'est-à-dire un petit vlog sur la prépa Swisspix 2026. Euh, et bah, j'aurais besoin d'avoir des infos fraîches. Je pense que je te recontacterai pour savoir comment évolue l'assaut, Mm. quels sont les prochains projets. Je sais qu'il il y aura des choses, il y a des choses, bon, faut pas en parler pour l'instant, mais c'est On pas peut encore parler officiel. de certaines petites choses, Ouais, mais on ok. peut. Bon, il y a le grand classique rendez-vous annuel où on fait à Albi, où on fait nos petits 8 kilomètres de l'Albi Run. Et en parallèle, nous aussi, on innove, on se lance sur notre première backyard, en fait, en relais. Ah, Donc, excellent. on est sur un format juste de 6 heures, du coup, et en fait, on se lance là d'ici, dans un mois tout pile, on prendra le départ de notre première backyard avec deux autres amputés, dont Jérôme et Valentin, un autre amputé tibial comme moi. Donc Donc voilà, moi aussi. ce sera à Albi? Non, ce sera à Saint-Étienne, vers Saint-Étienne.
D'accord. Précisément où, encore une fois, les lieux, si jamais vous avez toujours pas remarqué, c'est très compliqué pour moi. Et quelque C'est, part sur... voilà. voilà, quelque part dans le nord pour moi, du coup, au-dessus de Toulouse, donc dans le Le Nord. vraiment grand nord. Mais, mais voilà, ouais, on a ça qui est en cours et d'autres projets dont on va parler ouais, aussi très bientôt sur nos réseaux. Ok, ok. Alors, ton actualité, t'as été difficile à joindre, hein, faut le Oui, dire, hein, mais parce que t'as quand même un agenda de ministre, il faut le dire aussi. On va en parler, hein. Compostelle, tu peux nous en dire un petit mot? oui, bah oui, forcément, c'est le passage un peu inévitable. Alors, vu que je trouvais que j'en avais pas assez déjà dans ma vie associative, personnelle et professionnelle, je me suis dit, et si je tournais dans un film en fait et du coup, bah, grâce à Jérôme, l'association a fait son taf encore. Jérôme a reçu le casting du coup d'une directrice de casting qui recherchait une jeune femme amputée. Et en fait, il me l'a transmis et de fil en aiguille, j'ai passé le casting, j'ai été prise. Et donc, je joue le rôle d'Estella, sans trop en dire, qui est une jeune randonneuse qui fait les chemins de Saint-Jacques. Et initialement, l'histoire du film, c'est l'histoire de Adam, un jeune adolescent, enfin un jeune homme en gros, qui est dans un centre éducatif fermé, qui est un peu dans qui a une vie familiale et personnelle un peu compliquée, et où en fait il y a une association qui existe vraiment pour de vrai, qui s'appelle Seuil, qui propose en fait une alternative à la prison, et qui propose à ces jeunes en fait de faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pendant 3 mois avec une accompagnatrice ou un accompagnant. Et en fait, le film Compostelle, on suit l'aventure de Adam et Fred, qui est joué par Alexandra Lamy, sur ce chemin de Compostelle, et on voit les rencontres, les ruptures, les moments de haut, les moments de bas, et puis tout ce qui est propre à la randonnée, à la course à pied et au sport finalement. Et c'est une histoire de rencontre finalement. Bon, t'as bien pitché, dis donc. Ben, j'essaie, ben maintenant je commence à avoir l'habitude quand même, je commence Ex- à m'y faire. T'as participé à des avant-premières, c'est déjà en salle? Ouais, il est sorti, oui, d'ailleurs l'information principale, il est sorti là, ben, il y a une semaine tout pile, le 1er avril. Ok. Il fonctionne plutôt pas mal. Donc moi, même si je ne suis pas objective, je vais vous conseiller d'aller voir Compostelle. Mais bon, voilà, c'est un film qui est très chouette. Et ça s'est tourné l'année dernière, donc c'est pas très très vieux. Ok, ok, très Et bien. il y a eu, oui, toute une salle d'avant-première auquel j'ai pu participer à certaines, et ce qui était très impressionnant. Mais ouais. Donc maintenant lunettes de soleil dès que tu sors, quoi. Ouais, je peux plus sortir Ah ouais. en étant tranquille. C'est trop compliqué. Signer des autographes tous les 5 mètres, franchement, trop peu pour moi, en fait. Bon, les prochains, c'est Spielberg et Ouais, si seulement, hein, franchement, moi, j'attends toujours l'appel de Leonardo DiCaprio. Voilà, je le garde ah. comme ça, si jamais. Bon, l'appel est lancé. Ouais, c'est ça. Leonardo, si tu nous écoutes. C'est ça. Avec un petit peu d'espoir, de chance. Bon, écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Le Alors, j'ai généralement une série de questions qu'on a abordées sur le podcast. La dernière d'entre elles, c'est une question que je pose à chaque invité, qui surprend un petit peu. Comment est-ce qu'on peut t'aider? M'aidez-moi, c'est pas moi qu'il faut aider. J'ai envie de dire, Allez c'est voir le votre film. événement. Voilà. Si vous voulez m'aider à moi, voilà, vous allez voir le film, vous dites qu'Astella, elle est trop bien dans les avis sur Allociné. Voilà, là, ça y est, vous m'avez aidé. Et Non, si vous contactez voulez, même Léo. si, si vous voulez m'aider, moi, c'est vous aimez, vous suivez l'association Osmond sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. Parce que ben, c'est moi qui fais le taf de la communication, mais pas que. En dehors de ça, c'est grâce à ça qu'on fonctionne, qu'on arrive à se faire connaître et qu'on arrive à aider le plus de monde possible. Donc, si vous voulez m'aider, vous aidez l'asso. Et pour moi, ça m'aide à moi. Donc, et grâce à votre aide, moi, je peux aider d'autres personnes. Donc, c'est vraiment des vases communicants. Donc Ok. voilà, Tu, suivez-nous sur les réseaux. Pas que, on va aussi indiquer le lien. Donc, il y a la possibilité de devenir membre de l'asso. Oui, aussi. Voilà. Et il y a la possibilité de faire des dons à l'association Complètement. Osmove. Donc, il y a une page Hello Asso qui est dispo Mm. et je mettrai le lien sur l'épisode.
et qu'on pourra retrouver tout au long des prochains épisodes sur la partie vlog SwissPix 2026. Qu'on a Bon. tous très hâte de découvrir. Bah, moi aussi, parce que là, pour le coup, c'est un autre voyage culinaire dans les Alpes. Je me prépare déjà, je mange pas mal de fondue, raclette, voilà. J'ai préparé pendant Attends, l'hiver. pas faire. Voilà, ouais, c'est le, comme ils appellent ça, les Anglais, le gut training. Ah, Donc, ok, tu prépares oui, ton bah oui. estomac, en fait. Voilà. C'est ça. Mais il y a pire, franchement, je dois Oui. reconnaître que je vais y penser plus souvent à des escapades Voilà, en tu Suisse. pourras le placer gut Avec grand training. plaisir. En ce moment, je travaille ça. C'est ça. Bon, Maëlle, un grand plaisir de t'avoir eu au micro. Et puis, on continue d'échanger tout au long de l'année. Pour la suite, ouais. Et bien, bon courage pour la suite et merci à tous. Merci. Allez, bye bye. À bientôt. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez aimé cet épisode. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai d'autres en stock. Alors abonnez-vous maintenant, likez et commentez pour faire vivre et grandir notre communauté. Et si vous représentez une marque, une entreprise ou une course, sachez que je cherche des partenaires pour mes futurs défis sportifs. Alors n'hésitez pas à proposer des choses et à me contacter via les réseaux sociaux de Quelque part Sûr. Je vous dis à très bientôt pour mettre le cap sur nos rêves d'aventure. Slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.